Bonjour, mise à jour de ma formation en intelligence artificielle. Alors j'en suis au cours sur l'apprentissage machine non supervisé. Alors on va regarder un peu l'agenda du vidéo. On va revenir sur les sujets qui sont abordés dans le cours. Après, on va aller vers la question de NumPy, je vais expliquer pourquoi. Puis après, on va regarder deux documents et ça va influencer grandement la série de vidéos qui vont venir après celui-ci. Alors, la formation se concentre sur la question du non supervisé. Alors, on va probablement dans le cours regarder les algorithmes suivants qui sont le cas-moyenne, le partitionnement hiérarchique, DBSCAN, l'algorithme LSH, a priori. On va aussi aller regarder les séries temporelles, puis avec les modèles d'ARIMA, SARIMA, TBA, TS, STL et NNAR. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur le cours parce que je veux aller plus vers la question de NumPy. Pourquoi? Eh bien, NumPy, à la base, c'est quoi? Il faudrait peut-être commencer par le définir. C'est que c'est une librairie très utilisée dans le contexte de la manipulation mathématique de certains objets, comme les matrices et les vecteurs. Alors, il se trouve que je me suis rendu compte dans le cours présentement que j'ai beaucoup de lacunes parce que je mélange les concepts. Je vais mélanger Python, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Panda. Je vais mélanger plusieurs librairies, puis il y en a d'autres aussi qu'on a vues. Puis j'ai la difficulté à bien saisir les questions ou l'approche, si on veut. Alors, en revenant à la base, qui est NumPy, j'espère au moins raffermir certaines connaissances pour moins me perdre lorsqu'on a des questions de base. Donc NumPy, c'est évidemment un outil, une librairie qui est très orientée vers les mathématiques, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que si je n'arrive pas à bien comprendre la syntaxe ou la logique de NumPy, j'ai l'impression que je vais me perdre en utilisant d'autres librairies qui en réalité sont construites par-dessus NumPy. Je pense notamment à Panda, où est-ce qu'il y a souvent une visualisation qui est plus belle dans Panda ou Seaborn, mais à la base, ça reste quand même, l'information provient de NumPy. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller me concentrer là-dessus. Alors, NumPy, ce qui est plaisant, c'est qu'il offre quand même beaucoup de choix au niveau de la formation. Ils vont recommander des tutoriels et des livres. Et je vais me concentrer sur un de celui-ci, qui est le 100 NumPy Exercise par Nicolas Pérougier. C'est une page GitHub, un repo. Et les prochaines vidéos vont être très concentrées sur passer à travers l'ensemble des 100 exercices et les commenter. Avant d'aller là-dedans, il y a quand même à un haut niveau la question de NumPy, à quoi ça sert, juste pour saisir un peu, parce que si on fait juste des exercices un par un, on ne comprendra pas vraiment l'ampleur de ce qui est possible de faire. Donc, un livre que je recommande, c'est Machine Learning with Python Cookbook de Chris Albon, et le premier chapitre s'attarde aux différents outils et calculs qui peuvent être faits grâce à NumPy, notamment, je pense au rang de la matrice, au eigenvalue, l'eigenvector, trouver le produit vectoriel, trouver aussi, pour multiplier, inverser une matrice, ce genre d'opérations-là qui font partie plus de l'algèbre linéaire. Si c'est des sujets qui ne vous sont pas familiers, je vous conseille d'aller suivre une formation sur l'algèbre linéaire. C'est de niveau, disons, collégial ou première année universitaire. C'est pas nécessairement hors de portée. Donc, si j'avais besoin d'un petit rappel, peut-être d'aller regarder ce livre-là, ou sinon, de vous former complètement à l'algèbre linéaire, ce serait nécessaire, je pense. Alors, ceci dit, on va maintenant attaquer le sujet même, qui sont les 100 exemples. Je passe par-dessus l'installation, comment je l'ai fait. Sachez seulement que j'ai modifié l'information, le code, parce que j'avais des problèmes avec l'intégration au niveau des versions Python 2, Python 3 et aussi mon environnement de développement. Donc, j'ai un peu altéré, mais je garde quand même l'esprit qui est d'avoir une feuille entre parenthèses blanche, le code blanc, avec les questions mais sans les réponses. Et les réponses sont disponibles après ça pour analyse à l'intérieur même du GitHub avec le MD. Donc, c'est possible de lire ça quand même assez facilement. Donc, ça, c'est la technique que j'ai trouvée parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à l'installation. Donc, malheureusement, une des librairies semble avoir un problème et je n'arrive pas à trouver c'est quoi. Mais
sachez que si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez comme faire la même chose que moi, puis juste prendre l'exercice qui est disponible, puis de trouver corriger juste à côté, en cas de besoin. Alors, on attaque ça. Première question, très simple, triviale, comment on importe NumPy as NP. Je passe par-dessus parce que c'est extrêmement facile. La deuxième question, c'est pour valider les versions. Peut-être juste regarder les underscores, qui ça peut être un peu énervant si on ne connaît pas exactement cette ligne-là. La configuration, je passe par-dessus parce que c'est par-delà mes connaissances. Et on approche maintenant la question des vecteurs. Un vecteur à 0, donc on voit que le vecteur ou une matrice 1, 1, dans ce cas-là 1, 10, on voit qu'il existe une fonction 0. Donc on appelle NumPy et à l'intérieur de NumPy, il y a cette fonction-là pour générer cette ligne-là de 0. Après, bon, la question de mémoire ou ces choses-là, je vais garder ça pour plus tard parce que même si c'est une question de bas niveau, j'ai l'impression que c'est plus pour l'optimisation, en fait, que ça peut être utile. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment extrêmement académique comme question. C'est pas, ça servira pas vraiment pour la compréhension ultérieure pour l'instant. Après ça, la documentation, en fait, moi, ce que je fais plus souvent qu'autrement, c'est que je vais aller la consulter directement en ligne. Après, on regarde encore un peu le même concept de créer un vecteur nul de dimension 10 avec la cinquième value qui est à 1. J'attire votre attention sur l'énumération, comment c'est fait, parce que je modifie la valeur 4, mais en réalité, ça commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. La position, ça commence toujours avec l'indice 0. Donc on peut faire attention un peu parce que ça peut créer des erreurs de logique si on ne tient pas compte de 0. C'est la même chose pour les lignes et les colonnes, pour les matrices. Après, bon, créer un vecteur avec des valeurs allant de 10 à 49. Alors, c'est là qu'on voit qu'on exclut la dernière valeur qui est 49, donc on doit inscrire 50 parce qu'à ce moment-là, le 50 n'est pas à l'intérieur de la séquence. On appelle une fonction aRange qui est probablement ArrayRange et NumPy va nous produire directement ce vecteur-là. Après, dans les vecteurs, ici, ça devient intéressant ce point-là, le point 8. La réponse officielle, c'est ici. On voit là, c'est la réponse qui est donnée par, je pense, M. Rougier. Et ça, c'est une réponse alternative qui permet peut-être une lecture un peu plus claire de ce qui se passe. Donc, pour saisir ce concept-là des deux points, je me réfère ici à cette réponse quand même assez élégante sur Stack Overflow qui parle là, de comment on débute, comment on finit et comment est-ce qu'on a des pas. Donc, un point de début, un point de fin avec le 2 points ici. Et ici, il y a 2 points pour indiquer le nombre de steps. Attention aussi parce que quand on travaille des matrices, il y a des virgules qui vont venir se placer. Mais juste pour l'exemple, pour recomprendre ce que ça dit, c'est qu'on demande à NumPy de débuter à 9, la position 9 dans le range, qui est comme la position extrême, parce qu'on était à 10 moins 1, 9, d'aller jusqu'à la fin de ce vecteur-là, il est espacé à... il était nul, mais donc c'est comme n plus 1, parce qu'il est inconnu, mais on lui dit on veut qu'il aille jusqu'à la fin, et on veut des pas de moins 1. Et là, on voit qu'on a la réponse 9, 8, 7, 6, etc., qui est exactement la même chose ici, parce que ici, c'est comme s'il était un peu la même requête. En fait, c'est qu'il va comprendre, au lieu d'aller à 0 à 9, il est à 9 à 0, mais il comprend intuitivement, comme il est programmé, qu'il doit aller, dans ce cas-là, vu qu'il est à moins 1, il ne pourrait pas commencer à 0 et à l'inverse, donc il va comprendre qu'il faut absolument qu'il parte de la fin du vecteur pour revenir de moins 1 au point du début. Donc le début et la fin est comme compris par NumPy. C'est un petit détail, mais qui peut être extrêmement frustrant si on n'a aucune idée c'est quoi cette notation-là. Après ça, le numéro 9, on demande de créer une matrice 3 par 3 avec des valeurs qui vont aller de 0 à 8. Donc on dit, on veut créer un range et on va avoir la fonction reshape. Donc on recrée dans le fond une forme 3 par 3 qui est la matrice ici. Donc ici on a comme une ligne, une deuxième ligne et une troisième ligne avec les colonnes qui sont intuitivement à l'intérieur représentées. Et là on voit ici que le double élément, le double bracket, qui est parenthèse carrée, je ne sais pas exactement comment on pourrait l'appeler en français, mais qui signale le fait que c'est une matrice 3 par 3. Donc c'est une manière visuelle de comprendre que c'est vraiment 3 par 3 et pas un autre format. Après, on nous demande de trouver les indices 0. Donc il existe une fonction à l'intérieur de ça
qui nous permet, dans le fond, de trouver le non-zéro. Et j'ai créé un array exactement similaire. Et juste faire attention ici aux parenthèses. Et elle appelle la fonction, à l'intérieur, je vais pousser ce array-là dans le format natif de NumPy avec ses brackets. Et après ça, on a A1D qui est créé. Donc, je fais une requête sur A1D. Et après, ça va nous présenter où est-ce que les valeurs sont non zéro sont présentées. Ce qui est un peu étrange, je me rends compte, c'est les indices 0. Ouais, il faut lire comme 0, qui est à et un 4, faire attention comment c'est présenté. C'est un peu bizarre la virgule, j'avoue. Mais c'est que la façon comment il va se présenter, c'est 0, 1, 4. Donc c'est la valeur 0, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est pas le retour de 1, 2, 4 qui est envoyé, mais c'est vraiment la position à l'intérieur qui est renvoyée par le non-0. La virgule peut être un peu embêtante, mais j'imagine parce qu'on est dans un print, donc il est à l'intérieur. Donc la réponse est ici, mais il pourrait avoir un autre élément ici, mais j'ignore pourquoi il y a un rappel ici sur la virgule. 3 par 3, dans une matrice d'identité. Donc c'est un rappel ici des concepts d'algèbre linéaire. Donc on a vraiment une ligne ici pour la diagonale pour les 1. Donc ça peut être utile si on a besoin d'avoir un travail sur les matrices d'identité pour retrouver certaines manipulations. Je ne passerai pas plus de temps, mais ça, c'est de l'algèbre linéaire, dans le fond. Ça va être utile plus tard. Après, on crée... Et là, on dépasse la question de dimension, de 2 dimensions. Donc, on rentre dans la 3e dimension. Donc, c'est 3 par 3. Donc, on demande à créer des valeurs aléatoires. On utilise... Ici, c'est spécial la redondance. C'est NP random une deuxième fois. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un double random? J'ai pas trouvé encore dans la logique, mais ça, ça me surprend, par défaut, j'aurais pensé NP random, puis à l'intérieur juste ça, mais c'est peut-être parce que j'ai pas encore compris pourquoi il y a double, pas requête, mais une double fonction sur la fonction random elle-même. Après ça, on imprime ça, on voit le résultat. Et là, maintenant, on crée un 10 par 10, on revient dans les 2 dimensions, avec des fonctions particulières qui sont possibles dans NumPy de trouver le minimum et le maximum pour cette matrice de 10 par 10. Et là je rajoute un petit élément, parce que là, c'est très lourd à lire. Et là, ici, j'utilise Panda pour avoir une lecture un peu plus facile et plus humaine, si on veut. Donc là, on peut comprendre que les indices sont générés par Panda et on crée, dans le fond, un tableau. Et là, c'est exactement la même information, mais c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce tableau-là ici, qui finit avec 0, 5, 3, 6. Donc, on devrait retrouver quelque part cette ligne-là qui est un peu difficile à lire, là. 094, donc si c'est la bonne Z13, ouais, 007. Je vais juste la relancer pour être sûr que je suis correct. Bon, à chaque fois ça change, donc il faut faire attention parce que c'est un random, puis j'ai pas mis de seed. Donc si je fais ça ici, random une fois, puis après je change encore. 077, donc on retrouve la valeur ici. 0776, c'est la même chose. Donc la première valeur ici, 086. 086. Donc il y a un truc quand même. J'ai pas utilisé de seed. Le concept de seed, c'est pour retrouver une expérience aléatoire avec la même séquence aléatoire. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai dû enclencher la commande. J'ai exécuté la section du code, donc c'est pour ça qu'il y avait une différence entre les deux. Mais maintenant, ils sont identiques. À remarquer aussi que Panda, c'est en 2 dimensions. Donc, à partir du moment qu'on rentre dans des dimensions supérieures, 3, 4, 5, 6 à l'infini, ça sera plus possible d'utiliser, à tout le moins au niveau où est-ce que j'en suis, d'utiliser par exemple Panda dans un concept d'une matrice de 3 par 3, parce que il y a 3 dimensions à la matrice en tant que telle. Donc, visuellement, on sort un peu de cette manière-là de visualiser. Donc, ça devient comme une question où, très souvent, j'imagine que visuellement, on ne peut pas nécessairement ramener ça sur 2 dimensions, donc il faut travailler dans des dimensions supérieures, donc Panda est limité à ce niveau-là. Mais ça reste une question que j'ai pas encore fini d'explorer. 14e élément, pour trouver une moyenne, il existe une fonction. Et éventuellement, je vais m'arrêter ici.
parce que je vais pas aller plus loin. Je pourrais... Ah, non, je vais aller sur le 15e. Donc, on crée une array à 2 dimensions avec des éléments en contour. Donc, je pense que je vais finir avec ce numéro-là, puis on va continuer avec 16, 17, 18, etc. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue, mais on va au moins finir avec un chiffre un peu plus cohérent que 14. Donc, Z15, donc on crée des 1 sur une matrice qui est à 2 dimensions. J'ai choisi 4 par 4. 4 colonnes, 4 lignes. Et ici, je détaille un peu. Ici, c'est pas nécessaire les éléments. C'était juste pour tester un peu qu'est-ce qui se passe avec Z15. Donc, on va les ignorer. C'est des tests un peu qui sont faits, dans le fond, pour voir comment ça réagit. Si, par exemple, on modifie une ligne, ben, le 0, il deviendrait... je pense que ça vaut la peine de le détailler. On va regarder. Je vais lancer ça. Puis, on va lancer cette ligne-là en particulier et cette ligne-là ici. Donc, ce que ça fait, c'est que le Z15, la valeur 0, en fait, c'est la ligne complète qui va être à 0. Donc, c'est pas la valeur 0, 0, si on veut, mais c'est vraiment une ligne au complet. Donc, si on la change, puis on dirait, mettons, c'était 0, mais maintenant, on va utiliser la deuxième ligne par la suite. Ici. On enclenche encore, exécuter, exécuter, et lui exécuter. Donc là, on voit que c'est 0, 1, 2, 3. Donc, c'est la ligne complète qui est évaluée à 0. Et après, si on fait des trucs du genre la ligne suivante où est-ce qu'on modifie avec précision, donc on dit de la ligne 0, 1, 2, on veut qu'il y ait là, c'est pas très cohérent. Ce qui est écrit, donc je pense que ça va arriver une erreur tout simplement. On veut que le pas soit de 1 jusqu'à la fin. Donc, oui, ok. Oui, moi aussi je me trompe, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc la ligne 0, 1, 2, 0, 1 ben, n'inclut pas 2, donc c'est 0, 1 en réalité. On veut que le pas débute à 1. Donc, c'est pas 0, mais 1, et que ça soit égal à 0. Donc, on a cette espèce de séquence-là. Donc, si on veut que le pas débute à 2 et finisse à 2, donc là, on cible très précisément. On regarde ça. On lance ça ici. Parce que je dois être 2, 3. Comme ça. Voilà. Donc, c'est l'autoréférencement de 2 à 2. La fin, il faut toujours que ça soit plus 1 parce que ça ne tient pas compte. Donc, ça aussi, c'est une logique à tenir en mémoire. Donc, si je veux avoir cet élément-là, ligne 0, 1, je vais faire 0, 2, puis 2, 3. Bon, voilà. Et après ça, on va regarder un peu c'était quoi la requête initiale. La réponse devrait être ça, comme ça. Là, on a un contour où est-ce qu'on a juste le carré ici qui est à 0 et on fait dans le fond l'utilisation de cet élément-là de 1 à 3. La réponse officielle, je crois que c'est ça ici. Donc, ça nous dit, bon, à peu près la même logique, 1, 3, donc 0, 1, 2, mais pas 3. Et ici, ça nous dit de 1 à moins 1. Donc, ce serait 1, puis après, c'est moins 1, c'est le point ici. Donc, il est très bizarre le moins 1 quand on y pense. C'est comment c'est interprété, c'est un point avant la fin, mais on aurait peut-être tendance à dire moins 2 parce que si on tient compte de 3. Donc ça, c'est un petit truc un peu agaçant dans la manière comment c'est présenté, mais moins 1, normalement, c'est un point avant la fin, donc c'est là qu'on pourrait retrouver. Les deux sont équivalents. Donc voilà, on va continuer 16, 17, 18, etc. dans la prochaine vidéo. Puis mon but, c'est de passer à travers les 100. Et éventuellement, on va se retrouver avec des questions du genre niveau plus avancé, là, convertir un vecteur intégral dans une matrice binaire, binary representation, dans une représentation binaire. Ce genre de trucs-là que je ne sais pas trop vraiment comme ça. Il faudrait que je me penche sur la question. Mais on va éventuellement passer à travers les 100.
Et j'espère que ça va être suffisant pour avoir une espèce de compréhension pratique de ce qui est possible d'être fait ou non. Et voilà, donc on se revoit dans une prochaine séquence et ça va être une vidéo de 1 de quelque chose, 1 de 6, 1 de 4, tout dépendant le temps que j'ai. Voilà, merci, au revoir.